Naissance et renaissance. Sa main hésite un peu avec son crayon. Il trace des lettres dans son carnet. Sa vie est une succession de petits quarts d'heure décisifs, de ceux qui imposent de changer son regard sur le monde. À la naissance de sa fille, il entre à l'université pour en représenter les contours. L'université lui en impose avec la majesté de son architecture dont la rénovation a été faite en pensant au Louvre. Il sait aussi y retrouver des manards, ses mains ouvrières de l'ombre. La noirceur peut parfois le prendre, la peur aussi. La photographie lui permet de capter ce jeu de clair-obscur qui enveloppe le site. Il cherche, en bon sculpteur de lumière, celle qui saura faire émerger des entrailles les petites gens, les siens. Il tâtonne encore avec son boîtier numérique, cherchant les surprises dans son quotidien au travail. Un colloque, un éclat de lumière pris dans une perle d'oreille sur une peau noire d'une étudiante l'émeut. Alors, ce monde post-industriel bascule dans une imagerie à la Vermeer où par petites touches de couleur, les douceurs apparaissent. Comme un point d'orgue à ses sensations, il est associé à la machinerie d'une fête des Lumières qui transforme une façade du bâtiment en équaliseur géant. L'humilité de l'ingénieur le touche. Passé, les lumières festives, les façades de couleur miel sur laquelle court encore une meute de chiens enragés, lui évoquent celle en pain d'épices d'une sorcière anthropophage. L'effroi côtoie le sublime dans une peinture romantique, le rendant interdit et circonspect. Encore à la recherche du bon cadrage sur sa place ici. Il referme son carnet, se lève, hésite un peu et esquisse un petit geste de la main en sortant. Alors, Université Scène de mémoire avec la psychanalyse. Nous allons discuter avec Raefa sur comment la constitution d'un trou de mémoire, puisqu'on évoque la mémoire peut-être par son absence ou ses défauts, comment la constitution d'un trou de mémoire est-elle une chance pour échapper à ses assignations ou à l'inverse une fuite dans la béance de l'oubli? Ou comment faire dialoguer une mémoire institutionnelle restaurée et l'hypothèse d'un trou de mémoire salutaire. Alors démarrons par une idée toute simple peut-être pour commencer cet entretien. Démarrons sur l'idée que je pose sur la table à un trou de mémoire comme objet de discussion. Voilà quelque chose d'absurde? Alors déjà, effectivement, un objet, un trou de mémoire, c'est pas absurde, c'est assez intéressant, mais même paradoxal, puisqu'un trou, c'est un trou. Donc comment faire figurer ce trou? Je dirais ça comme ça. Donc c'est bien un trou et un objet en même temps. Donc une absence et quelque chose qui reste, une présence. Je dirais ça. Est-ce que ça répond à peu près? Je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, on a une béance là comme ça ouais. ici. Donc ici dans cette institution, la question de l'oubli, disons d'objets oubliés, est sans doute liée à un traumatisme initial, celui de la création même de l'université. Hein, tu connais la création de l'université, qui est une séparation entre deux pôles, un pôle à gauche et un pôle à droite, m'a-t-on dit. Or, quand il y a un traumatisme trop violent sur un corps, on l'endort pour le mettre dans une phase de coma, puis on le réveille. Tentons le grand écart entre une salle de réveil dans un hôpital et ce regard qu'on porte sur l'université. Oui, là, tu fais référence effectivement à ma pratique quand j'ai travaillé en réanimation. En effet, on avait donc des patients qui arrivaient en réanimation et qui étaient déjà traumatisés par
l'accident qu'ils avaient subi ou bien par une maladie qui les ont plongés, pour beaucoup, dans un coma, en tout cas une situation traumatique où il y avait une urgence vitale. Ensuite, effectivement, il y a aussi un traumatisme qui était lié à la situation aussi de soins. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce traumatisme? Puisque effectivement, il y a le traumatisme que l'on peut évidemment circonscrire, qui est le choc initial, qui fait que les patients sont amenés, mais il y a autre chose. Et on s'est aperçu que cette autre chose-là, malgré les soins, malgré l'importance du travail des soignants et souvent le fait que ces patients étaient sauvés, eh bien, il restait quelque chose d'un traumatisme qu'on pourrait qualifier de iatrogène à la réanimation et qui n'était pas lié aux soins invasifs, à la difficulté voilà, qu'ils avaient pu avoir pour recouvrir la santé. Et c'était lié surtout à cette absence de vie, je le dirais comme ça là. Mais en tout cas, quelque chose s'est passé d'une discontinuité dans leur histoire. Voilà. Vous parlez de sidération, c'est des patients qui étaient, si on les a mis dans le coma, il y a un moment où, quand on est dans le coma, on est nulle part, où on est quelque part. Ils sont sidérés et tu parlais du trou réa. Oui, alors ils sont sidérés déjà quand ils arrivent, ils sont déjà en état de sidération, ça c'est certain. Donc l'état de sidération dû au choc, voilà, et puis surtout dû à l'urgence vitale, la question d'une mort imminente. C'est ça qui les sidère aussi, donc c'est une effraction. Et ensuite, effectivement, il y a le coma qui est donc soit consécutif à l'accident ou soit par une volonté des soignants pour pouvoir soigner de manière correcte. Et à la levée de sédation, il se passe quelque chose. Les patients sont dans un état un petit peu de reconstruction, en fait, de ce qui se passe. Donc, c'est entre le rêve, entre le fantasme, entre la réalité. Il y a quelque chose qui se passe. Ils sont complètement... Donc, ils sortent vraiment de coma et donc de sédation. Et donc, c'est presque un peu un état, oui, de rêve. C'est un mélange. Et il y a une psychologue qui est enseignant-chercheur, qui est réputée et connue dans la prise en charge des soins en réanimation, qui a théorisé ce qui se passe et qui a appelé ça un trou réa. Alors, elle a appelé ça trou et réa, trou parce que ça vient des dires des patients. C'est les patients qui eux-mêmes ont dit au réveil qu'ils étaient face à un trou. Voilà. Ouais, ils sont là. Oui. Ouais. Voilà, ils étaient face à un trou, mais quel trou? Un trou dans leur existence, dans leur sentiment en fait d'être, d'existence et dans la continuité de leur vie. Il y a un trou. Et ce trou-là est traumatique. Voilà. Et il y a des rêves de réa inhérents justement à ce trou réa. Voilà. D'accord, donc vous, ton travail à toi, c'est d'accompagner le patient de cet état-là, oui. Donc de le sortir de ce trou, mais tu me disais également que vous racontiez des histoires pour combler le vide. Absolument. Je réfléchis aussi en lien toujours avec cette question de la mémoire. Donc là, ce trou, ce qui est traumatique, c'est qu'il n'y a pas, à un moment donné, de mémoire. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Les patients se réveillent à un moment donné, donc 1 mois, 2 mois après, quelques jours après, et ils ne savent absolument pas expliquer ce qui s'est passé. Et ils restent avec un état vraiment de douleur, de peur, d'angoisse première. Moi, quand je suis avec eux, c'est au niveau de la levée de sédation, un peu avant aussi, la plupart du temps, et de la levée de sédation, au moment où justement cette conscience émerge et où il y a cette tentative, parce que qu'est-ce qu'un rêve, qu'est-ce que ces délires, parce qu'il y a une forme de délire un peu psychotiforme, je dirais, alors c'est pas psychotique, mais psychotiforme, puisque c'est un peu comme des rêves hallucinatoires, eh bien, c'est une tentative pour eux de reconstruire ce qui se passe, d'être au monde, en fait. Et ma présence, quand elle est quotidienne et rassurante, parce qu'il peut... je suis là parmi d'autres, évidemment d'autres soignants, mais moi je n'ai pas de posture invasive, je n'ai pas de ciseaux, je n'ai pas de cathéter, enfin je n'utilise pas de machine, je suis juste là par ma présence, par ma voix, parfois par le toucher, mais très délicat quand il y a une émergence, pour que la personne puisse se raccrocher à quelque chose qui est réel, enfin qui est vrai à côté. Et donc j'accueille ce qui est dit. Mais qui parle? Alors voilà, j'accueille ce qui est dit. Qui parle? Eh bien, c'est le patient qui parle. Mais revenons un tout petit peu avant son réveil. Oui.
Donc il est dans cet état de sédation profonde, il est dans un trou. Il est en levée de sédation. Levée de sédation. Oui, ou avant, effectivement. Et donc il ne se souvient plus, donc il a un trou de mémoire, ce qu'on appelle un trou de mémoire. Absolument, oui. Et il y a une voix qui lui raconte une histoire. Alors, comment Alors, on invente une histoire pour quelqu'un oui. qui perd la mémoire, quoi. Oui. Alors, je lui invente pas une histoire, je ne leur invente pas une histoire, mais par contre, je saisis les mots qui sont dits. Parce que au niveau de cette levée de sédation, puisqu'il y a le psychisme qui est en route, il y a des rêves, donc voilà, et il y a des mots qui émergent. Le patient dit des choses. D'accord. C'est ces mots-là que je saisis et je réponds. C'est une situation en fait de détresse totale qui rappelle en fait une situation de DZ que Freud appelait Hilflosigkeit, qui était celle de DZ du nourrisson. Quand on arrive au monde prématuré et qu'on est seul et qu'on est dans un état d'angoisse parce qu'il n'y a pas les mots déjà et c'est l'autre qui vient nous aider. Donc moi je suis un peu dans cette posture où au moment de cette levée d'angoisse et cette prise en compte de la situation, plus ou moins, je suis là à leur côté et je saisis les mots et il y a une adresse. Je suis là pour leur répondre. Alors que tu saisis les mots, mais tu les réadresses dans un ordre particulier. Donc tu composes une langue qui est ta grammaire en quelque sorte. Est-ce que cette reformulation des mots de l'autre qui apparaissent d'une façon a priori désordonnée, mais a priori par rapport à notre langue, Alors, est-ce que c'est pas la création d'une fiction qui peut être un peu un mensonge ou une illusion, parce que du coup... Oui, je vois, oui. Alors en fait, c'est pas moi qui invente, déjà. Moi, je ne crée pas de grammaire. Je saisis ce qui est dit. Donc j'essaye avec eux, en répondant, d'entrer dans ce jeu d'une discussion et nous, finalement, co-créons quelque chose. C'est-à-dire que souvent, ce qui a émergé, ce sont des mots de leur histoire qui émergent, bien sûr. C'est des appels c'est des prénoms de personnes qu'ils connaissent, c'est des noms d'objets qu'ils ont utilisés, c'est peut-être la dernière chose qu'ils ont vue. Donc, c'est des mots de leur histoire. Et en effet, il y a une restructuration du récit. Oui, parce que bien sûr. Leur histoire, certes, leurs mots, sans aucun doute, mais tu y ajoutes les tiens. J'y ajoute... Bien sûr. En fait, pour qu'il y ait, c'est vraiment cette question aussi du DZ quand on est nourrisson, pour qu'il y ait une histoire, il faut un autre. Voilà, un être humain, effectivement, il est doté de paroles. Donc là, quand on parlait du par-l'être, on en reparlera peut-être après. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde, une interaction. Il faut un autre. L'autre du symbolique, l'autre qui soit là et qui réponde. Sinon, il ne peut pas y avoir d'histoire ni de discussion. Donc, pour sortir d'un trou de mémoire, pour composer une histoire, il faut forcément être deux, donc faut qu'il y ait une altérité. Absolument. D'accord. Donc on sort de ce traumatisme pour Lacan parlait de traumatisme, oui, en effet, puisque ça rejoint finalement ce que Michel Grosclaude parlait de trouréa, ça rejoint ça. Mais c'est antérieur, évidemment, Lacan, elle n'est pas psychanalyste. Parce que nous sommes des êtres effectivement de langage, on a une histoire, on est fait de notre histoire, et puis dans la psychanalyse, c'est l'inconscient qui existe et qui prime, enfin c'est cette hypothèse-là, et l'inconscient est fait du langage, de la langue, de tout ce qui a été dit avant même notre naissance, d'ailleurs. Alors Lacan, c'est toi qui me l'as appris, je ne suis pas lacanien, en tout cas peut-être je vais me découvrir lacanien, je ne sais pas. Lacan parle de traumatisme comme quelque chose qui s'élargit, une béance que l'on ne peut pas parler. Alors, ça ne s'élargit pas forcément. C'est sûr que c'est difficile parce que c'est vrai qu'on avait un peu parlé au préalable. Quand on amène des mots, on a des images en tête et finalement on perd quelque chose de ce que l'on voulait dire, ou en tout cas de la précision. Il y a toujours un reste dans les mots. Quand on parle, il y a toujours un reste. Évidemment, on n'arrivera jamais à saisir le réel dans son entièreté, c'est impossible. Donc on va essayer de modéliser, de dire des mots, des synonymes, et ça va filer. Mais donc ça ne s'élargit pas, c'est pas de cette façon-là. C'est pour expliquer que c'est un trou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est un vide, un blanc, si vous préférez. On peut comme ça égrener tout un tas dans le champ sémantique. C'est cette question de la marque d'un manque, d'une absence. Voilà. Un trou, c'est ça. Alors, médicalement, par exemple, on parle de béance. Qu'est-ce que c'est que la béance du point de vue médical ? Eh bien, c'est la trace d'un trou. Lors d'une énucléation, par exemple, on a bien le trou. Énucléation, quand on avait un œil, par exemple. On a la trace, on a le trou, mais on a la trace aussi de ce trou-là. On a l'organe qui manque et on a cette place qui est là. Donc, voilà, c'est la marque d'une absence, on va dire.
Alors la d'un marque, trou. donc cette absence, Un vide, ce ouais. trou, ce vide, les effets de sidération qu'il peut y avoir sur les sujets dans une institution, est-ce que ça peut avoir des incidences sur l'institution et sa gouvernance? Est-ce que si on transpose maintenant ce trou de mémoire des sujets qui ont été sidérés suite à Oui, un traumatisme, tu vois où je veux en venir, oui. est-ce que ça peut avoir la même incidence sur sur l'institution et son récit? Alors, c'est une vaste question, hein, et c'est difficile à dire parce que la psychanalyse, elle s'occupe alors des sujets. Effectivement, ça a des incidences puisque les sujets sont ceux qui constituent aussi les membres de l'institution. Mais l'institution, c'est aussi quelque chose de symbolique qui existe sans ces sujets. Finalement, voilà, c'est symbolique, c'est créé. Donc, elle y contribue, elle y remédie, mais au cas par cas, au un par un. Ça dépend de chaque sujet en réalité. Parce que finalement, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, la question tout à l'heure. Est-ce que quand on reconstruit une histoire, qu'est-ce qui est vrai finalement, qu'est-ce qui est faux? Hmm. Bah là, cette question du traumatisme dans l'institution, ça dépend de chacun, il me semble, en tout cas. Donc on ne peut pas dire, selon toi, qu'il y a un traumatisme pour une institution, même si sa naissance est le fait Alors, d'un choc, d'une violence, d'une séparation. alors effectivement, alors là où on pourrait... pourquoi il y a oubli? Effectivement, ça Ça, je peut pense rejoindre ça. ouais. Mais on Ouais. va en parler un peu Ouais, après ouais. de l'oubli. Mais ce choc-là, oui. Alors, est-ce qu'il y a un choc d'ailleurs? Quel est ce choc dont tu parles? Je sais pas. Mais si on revient sur ton expérience, que tu également, tu travailles dans une école, Avec des enfants, absolument. dans une Ouais. autre institution, Oui. et tu me disais que souvent les enseignants cherchent à à vous faire réparer le sujet, mais ils n'ont pas les moyens d'agir sur le dispositif. C'est-à-dire que les enseignants constatent les effets de l'institution sur les élèves, hein, par ricochet de décision, et ils attendent que toi, tu répares les sujets en les aidant eux-mêmes à agir sur l'institution. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Oui, je ne sais pas s'ils attendent qu'on répare, parce que c'est pas... En tout cas, nous, on ne se positionne pas de ce côté-là, on répare Qui répare pas. le sujet. Oui, bien sûr. Mais je ne sais pas si eux-mêmes l'entendent comme ça. Mais en effet, par exemple, concrètement, certains élèves qui devraient être dans une institution telle qu'une EME, par exemple, n'ayant pas IME, donc ça veut un dire institut médico-éducatif, parce que bon, il y a des difficultés telles qu'un handicap lourd, il n'y a pas de place, et puis c'est aussi parce que c'est semi-privé, donc on choisit. Alors ces élèves-là se retrouvent dans le public. Et des enseignants sont un peu désemparés face à cette difficulté-là. Et là, il y a un effet effectivement de cette décision institutionnelle sur des sujets que sont les enseignants, mais pas tous. D'accord. Alors, revenons à Lyon 3, qui est une autre forme d'école. Dans les échanges avec les habitants de Lyon 3, ce qui arrive souvent quand je discute avec eux, c'est le stigmate de l'appartenance de cette université à une famille politique marquée. Et c'est donc un stigmate qui est ultra présent, toute génération confondue. Il y a une transmission. Je me demande si le récit autour de la sidération initiale, hein, la création même de l'université, ou de sa démarcation, ne fabrique pas in fine un gouffre. Pour vous, quand il y a gouffre, il faut le border, si j'ai bien compris. Alors, j'entends. Donc, cette question du gouffre, alors, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'était tous ces mots qui avaient été employés pour essayer de saisir le trou. Voilà, le trou. Voilà. Donc, l'idée même, c'est qu'il faille border un trou. Voilà, parce que le gouffre, c'est l'idée de l'effroi aussi. Mais en fait, c'est un trou, un vide, une béance. Ce genre, voilà, c'est pas quelque chose de modélisable. C'est l'effet que produit l'idée du gouffre, par exemple. Voilà. La question de la mémoire, elle est liée à l'inconscient, de toute façon. Et qu'est-ce que l'inconscient, finalement? C'est l'oubli. Donc, les sujets, comme certaines institutions aussi, de manière générale peut-être, mais en tout cas celle-ci dont tu parles, s'il y a oubli, en tout cas, c'est qu'il y a une raison. Alors, il y a refoulement pour le sujet. Donc, il y a un intérêt à oublier. C'est parce qu'au fond, il y a quelque chose du traumatisme qui est là.
Alors, C'est une défense. absolument. Voilà. Mais avant de parler de l'oubli, parlons Oui. de border, en fait. Oui, qu'est-ce que ça veut dire border? J'aimerais qu'on vienne sur la Ouais. notion de border, parce Oui. que quand on sort du traumatisme, pour l'aider à reconstruire cette mémoire évanouie, Oui. quand on sort du coma, hein, Mhm. je reprends le fil. Donc, on est à côté du sujet et on le touche. Donc, il y a un rapport aussi corporel. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire un Oui. peu plus Oui. de cette relation C'est ça. voilà. Alors, on ne le touche pas toujours, hein, bien sûr. Ça dépend du moment où il en est, de cet éveil ou non. Ouais. Bien sûr que le corps est très important, hein. Le psychanalyste, il est là en présence, c'est son corps, parce que nous sommes des par-l'être, donc des êtres parlants. Et c'est parce qu'on parle avec un corps. Et donc un corps qui ressent. On est... Donc la présence est importante. L'adresse, elle se fait face à quelqu'un, donc un corps, une présence. Cette question de border, là aussi c'est une image, hein, il s'agit simplement, quand on parlait de gouffre, et c'était l'effet, cette idée de gouffre, c'est cette idée d'effroi. Alors, on ne peut pas effacer un trou. Je veux dire, le trou est là, ce que ces patients ont vécu. Il a été vécu, c'est à jamais advenu, ce sera toujours là. Par contre, ce qui peut être atténué, c'est cette angoisse. Et quand on comprend que l'angoisse, elle est née aussi du fait de justement ce trou, cette discontinuité dans son existence, le fait de participer à cette historisation permet, c'est ça qui borde, c'est le langage et le symbolique qui va border le trou et donc atténuer le traumatisme, mais on n'aura jamais la situation précédente. On ne revient pas à ce qu'on était avant, jamais. C'est-à-dire que c'est une nouvelle façon d'être, un nouvel être, mais qui a intégré cette expérience traumatique et qui l'est beaucoup moins après coup. D'une expérience traumatique, un bordage, une canalisation, une expérience politique, est-ce que les mots qu'on emploie pour border ne sont pas des choses qui peuvent, à l'inverse, enfermer, Bien trop sûr. contenir et pour le coup, créer une autre forme de traumatisme? Alors, c'est pas une autre forme de traumatisme, je ne sais Oui. pas quel mot employer, mais Ah, est-ce oui. que à chercher à trop retenir, c'est pas empêcher le sujet justement d'aller explorer d'autres choses, Alors, de ne pas rester cantonné à oui, son expérience du trou? oui, en effet. Alors, le travail du psychanalyste, justement, c'est pas ça. Parce que C'est pas ça. le psychanalyste ne se positionne pas en discours du maître. Le psychanalyste, il est du côté du patient. Donc, lui, justement, c'est pas. Alors, je dis sciemment discours du maître, hein, parce que l'institution, donc l'institution, c'est le maître qui est dans ton discours, dans ta question. Donc, il ne se pose pas de ce côté-là. Effectivement, si on construit avec quelqu'un une histoire et en choisissant les mots, en insinuant d'autres choses, alors évidemment, on co-construit quelque chose de particulier. Mais un psychanalyste, lui, il ne se situe pas de ce côté-là. D'accord. Donc toi, tu dis que l'institution se positionne en tant que maître, donc ne peut pas construire avec ces sujets un récit mémoriel qui permette Alors, d'échapper à ce bordage. oui. Je ne sais pas si elle ne veut pas, peut-être qu'elle ne peut pas. Et Peut-être qu'elle encore peut une pas. fois, ce sont des sujets. Donc, ça dépend de qui est à la tête de cette institution, de quelle voie on choisit et comment on veut aussi que les personnes qui sont dans l'institution se saisissent de l'histoire commune. Il s'agit de ça aussi. Parfois, il est nécessaire effectivement de construire une histoire commune, et puis certains vont déjouer, dévoyer, voilà. Mais effectivement, oui. D'accord. Donc en fait, on est dans un moment où on hésite là dans la discussion entre l'institution, le sujet, la mémoire, etc. Mais si on parle, avant de parler de l'oubli, si on parle de l'absence de mémoire, si l'absence de mémoire est un traumatisme, et dans la mémoire, on ne reconnaît pas ce que l'on connaît. On n'a pas, Oui. Alors l'idée, on c'était n'a pas évoqué ça. Ouais, Mais ouais. donc je retombe sur Ouais. la note là. Dans la mémoire, on ne reconnaît pas on ne reconnaît que ce que l'on connaît. Oui. Ouais. Donc ça veut dire que la construction d'une mémoire chez le sujet ou dans l'institution, ce n'est qu'une constitution d'éléments qu'on a déjà repérés. On ne peut pas construire une mémoire à partir de choses qu'on n'aurait pas vues ou invues, ou pour le coup... Ouais, la mémoire nous constitue, en effet. Donc, quand on reconnaît que ce qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il faut avoir en mémoire des éléments, des choses équivalentes qui nous permettent d'identifier quelque chose lorsqu'on voit quelque chose de nouveau, dit de nouveau. Sinon, on peut ne pas le... On peut pas avoir quelque chose de nouveau parce qu'on a oublié, en fait. Parce que le traumatisme nous a fait oublier des choses. Justement, on oublie, mais qu'est-ce que ça veut dire oublier ?
Alors ça ne disparaît pas à jamais, c'est pas une ouverture qui ferait que la chose part. Si je veux pas voir, si je veux pas voir, ça me permet d'oublier ou c'est quelque chose qui ressurgit de toute façon ou d'une autre? Voilà, l'inconscient, c'est ça. L'inconscient, c'est un peu le trésor de tout ce qui a été oublié. Ce qui a été oublié a été refoulé. Okay. Donc c'est toujours là. Ok, alors ce toujours là. Mais pas la conscience. Ok, mais ça chez les sujets, d'accord, mais dans une institution, ça. Est-ce qu'une institution a une mémoire Est-ce qu'elle a un inconscient? Est-ce qu'elle a une mémoire? De mon point de vue en tant que psychanalyste, elle est, encore une fois, c'est porté par... du coup, c'est vivant de se dire ça. C'est porté par des sujets, donc des personnes qui y travaillent. Ce qui fait qu'il y a toujours une possibilité de changement. Ou non, mais qui est porté par le refus ou l'acceptation ou le chemin de ceux qui portent cette institution. Et donc, c'est un changement ou quelque chose qui pourrait advenir de mieux, ce serait entre les mains de tous ceux qui sont dans l'institution, finalement. Ok, donc ça veut dire qu'on laisserait plus de place hors du schéma du bordage, là, à de l'indéterminé, de l'inconnu, où ça fait trop peur et on le laisse dans le trou. Non, en fait, ce qui est inconscient, c'est ce qui a été refoulé. Et quand on ne le sait pas, c'est ce qui va nous diriger de manière inconsciente. Donc, on va être joué par ça. Donc, le travail de l'analyste, c'est justement de faire advenir à la conscience ce qui a été oublié. Puisque quand on a oublié, enfin, donc le mécanisme de refoulement, etc., il y a une compulsion de répétition. Parfois, dans des situations, on va rejouer certaines choses. Compulsion de répétition. Oui, on va répéter. On oublie systématiquement la même chose? Non, on rejoue des scènes alors qu'on les a oubliées. On ne sait pas quel sens elles ont, mais on va les rejouer et elles vont nous faire souffrir. Donc on peut se dire qu'on peut même s'inventer une histoire qu'on va rejouer en permanence et à force de la rejouer, on invente une histoire qui devient l'histoire? On l'invente pas, on rejoue quelque chose qui nous a traumatisés. On rejoue quelque chose qui nous a joué. Okay, alors comment on fait pour déjouer Eh bien, c'est tout le travail justement de l'analyse et d'aller voir un analyste qui va faire émerger, mettre au jour, on va dire, ce qui a été refoulé. Et encore une fois, si ça a été refoulé, c'est ta raison. C'est un mécanisme de défense, le refoulement. Donc si, je prends la figure de l'université comme si c'était un sujet, donc si l'université pourrait oublier... Parce qu'elle a quelque chose à cacher. Ah, parce qu'elle a quelque chose à cacher ou pour se défendre? Je n'ai pas bien compris. C'est pour se défendre, elle a quelque chose à cacher, parce qu'il a fait souffrir, donc elle s'en défend. Et donc elle crée un trou de mémoire pour se défendre. Alors, quand on dit elle crée, ça voudrait dire quelque chose de conscient et de volontaire, voilà, alors que ça ne l'est pas forcément. Ok, d'accord. Donc on pourrait dire que dans la fabrication d'une mémoire collective, des moments clés reviennent comme des objets reconnus, des récurrences évidentes, puisqu'énoncées plusieurs fois, encore et encore. De votre point de vue, notre mémoire ne peut s'inventer qu'à partir d'objets, d'événements reconnaissables, et d'autres sont donc destinés à être oubliés ou à oublier. C'est pas tout à fait ça. C'est pas la mémoire, c'est-à-dire que nous sommes ainsi faits, c'est-à-dire que on ne reconnaît que ce qu'on connaît. Donc c'est pour ça que l'intérêt, c'est d'étudier, de faire beaucoup de découvertes pour pouvoir avoir une masse comme ça de choses qu'on a emmagasinées en mémoire, de manière consciente cette fois, puisque dans la mémoire, tout ce qui est codé en mémoire, c'est les mémoires sémantiques, on va dire, épisodiques, etc. Il y a les visages, les images. Et donc, plus on va emmagasiner de choses, plus on va être capable d'identifier des traits communs d'une nouvelle chose qu'on va pouvoir reconnaître et créer à nouveau. Voilà. C'est pour ça que... Donc, c'est pas ce qui constitue la mémoire. La mémoire des apprentissages, ça, dont vous parlez. Il y a une autre mémoire. Je parle, moi, de la mémoire inconsciente, celle de l'oubli. Okay. Voilà. Alors justement, voilà peut-être un contrepoint polémique. La nécessité d'oublier pour le sujet, lui évitant de rester enfermé à une place ou une assignation. Oui. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe ou une forme de lâcheté, quelque chose qui, en somme, qui justifierait un trou de mémoire? Alors, de la lâcheté, non. Encore une fois, on parle de sujet, donc c'est une défense. Donc, ce n'est pas une défense consciente en psychanalyse. Ça veut dire que le sujet souffre. Il y a eu un traumatisme, il y a eu quelque chose qui a fait que la scène a été refoulée. En tout cas, le symbolique, le signifiant, l'histoire de la scène a été refoulé. Il en reste quelque chose, toujours. Et ça s'appelle des réminiscences. Il va en rester quelque chose. Et ce sont des traces.
des traces mnésiques dans le corps qui vont prendre la forme de maladies, de réactions particulières qu'on va retrouver dans les formations de l'inconscient, des lapsus, des rêves, des actes manqués. Des stigmates Des stigmates, voilà. Donc, c'est pas parce qu'on appelle ça défense que ça a une valence négative. Okay. C'est une défense pour sa propre pour pouvoir exister, donc pour pouvoir continuer. Pour pouvoir continuer à exister comme c'est, il faut quand même donc oublier des choses. C'est vital. Oublier, c'est vital. Alors, c'est vital et en même temps, c'est inhérent aussi au petit homme, à l'être humain. Parce que si on se rappelle ce que je disais au début, donc la question du DZ, quand on est nourrisson, il se passe tout un tas de choses, on n'a pas encore la parole. Qu'est-ce qui nous permet de nous souvenir, finalement? C'est quoi? Tu me poses la question? Oui. La mémoire. Non, mais les souvenirs, les odeurs, le sensoriel, c'est le langage. Les couleurs, c'est le langage. À part des images propres, c'est le langage. C'est-à-dire qu'on va construire quelque chose. Parce que donc pour le souvenir passe par le langage. C'est-à-dire, oui. Sinon, ça reste une réminiscence dans le corps dont on n'a pas de sens et qui va avoir des effets incontrôlés. Une expérience spatiale, une expérience d'une chaleur, d'une couleur. Voilà, quelque chose, mais dont on n'a pas d'histoire. Voilà. Et pour se souvenir de ça, il faut aller récupérer effectivement les informations, mais les construire à nouveau, l'historiser. Le souvenir, il est lié à la langue. C'est pour ça aussi qu'on est des par-lettres. Sinon, c'est que des réminiscences dans le corps. Donc si on nomme pas, ça n'existe pas. Alors ça, c'est toute la question, effectivement. Si on nomme pas, ça n'existe pas. En tout cas, on ne sait pas le dire. On ne sait pas le dire. Par exemple, même physiquement, je veux dire, on ne sait pas... expliquer tout le réel. Je veux dire, toutes les théories scientifiques, mathématiques et autres qui essaient d'expliquer le réel, elles essaient d'être au plus proches et à chaque fois on a des théories qui continuent à avancer et ça permet d'expliquer un peu le monde physique qui nous entoure, mais on arrive toujours à un point d'inexplicable parce qu'on n'a pas réussi à tout expliquer. Eh bien c'est ça. Donc si on nomme pas, tant qu'on n'a pas effectivement. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. C'est-à-dire qu'il y a les mots, la langue. Hein, oui. Là, on se parle avec des mots, oui. mais il y a d'autres formes de langue qui peuvent être des formes plastiques, de la musique, absolument. etc. Mais ça existe quand même. Oui. Même si on ne le nomme pas par la langue. Oui. Donc ça constitue quand même une mémoire alors, sensible. C'est une forme oui, bien sûr. L'art, bien sûr, c'est une forme de langage. D'ailleurs, l'artiste, pour expliquer tout ce qu'il fait, il utilise bien la langue. Il peut ne pas expliquer et laisser la plupart du temps. Mais en tout cas, lui-même, il peut se dire, là, j'applique telle technique, ça me fait telle émotion, telle sensation, j'ai envie d'exprimer une violence. C'est aussi expliqué par des mots. Il se parle. Pas sûr, semble. Pas nécessairement. Oui, pas nécessairement. Il peut tout à fait laisser libre cours à son et imaginaire et expérience et inconscient. Oui. Et alors, etc. imaginaire, expérience, c'est ça aussi. L'imaginaire, en tout cas en psychanalyse, c'est lié à la langue. C'est lié au symbolique. D'accord. Ok. Puisqu'on a un langage intérieur. D'accord. Voilà. Et donc, revenons sur cette phrase-là. Nous sommes des par-lettres. Hein, oui. Voilà, où tu disais, construit par le langage. Oui. Si nous ne nommons pas, ça n'existe pas. Un oubli bien fait. Un oubli bien fait, ça permet quoi? Alors, un oubli bien fait, qu'est-ce que ça veut dire, un oubli bien fait? C'est autre chose qu'un oubli mal fait. Oui, exactement. Ouais. Si on en revient à la question de l'oubli qui est l'inconscient, un oubli bien fait, ça permet aussi à l'institution par exemple, je reviens à l'institution, d'exister, de marcher normalement, sans accroc, on va dire. Voilà, par exemple. Alors, je ne suis pas d'accord parce que du coup, elle a bien fait d'oublier telle ou telle situation qui, de mon point de vue, en tant qu'autre sujet, on va dire, dans la construction de l'histoire de l'institution, pourrait considérer ce qui a été oublié, c'est quand même, c'est pas légitime cet oubli. Absolument, ça ne veut pas dire que c'est légitime. Sans accroc pour elle, mais encore une fois, il y a des réminiscences, il y a des traces. Ok. Alors comment on se fait pour se saisir de ces traces-là, pour contester l'oubli bien fait, en quelque sorte? Alors, en institution, moi, j'en sais rien, mais le travail que moi, je fais au quotidien, c'est ça. C'est lorsque un sujet va voir un analyste, il vient d'abord parler de quoi? Il va voir un analyste parce qu'il ne va pas bien. Ouais. C'est la première chose. Voilà. Et donc, quand il ne va pas bien, c'est lié souvent à des choses qui sont inconscientes. Ça ne va pas être dit comme ça au départ, mais ça va être, voilà, je ne comprends pas, c'est toujours la même chose, je rencontre toujours telle et telle personne, je fais toujours telle et telle problématique, j'ai l'impression de refaire toujours les mêmes situations, etc. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été oublié, mais comme il reste des traces,
eh bien, c'est rejoué. Et pourquoi c'est rejoué? Parce que le par-lettre, le sujet, a besoin de pouvoir l'historiser, l'expliquer, le digérer, en fait. Voilà. D'accord. Et on l'accompagne là-dessus. Donc, effectivement, si, selon toi, l'institution, effectivement, oublie consciemment, et si des sujets ont vécu, en tout cas, qui sont toujours présents, parce que tu parlais de toutes les générations, je ne sais pas, moi, si ça touche toutes les générations, parce que peut-être qu'à un moment donné, comme c'est une institution et que si ce n'est pas porté par des corps, à un moment donné, cette question, par exemple, d'une... Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne sais si pas, je je peux me pose la permettre, c'est question. que l'institution est portée effectivement par une organisation, Oui. institution, mais elle est habitée par des corps qui Absolument. eux-mêmes construisent Bien sûr. une transmission, un héritage, Oui. ce qui fait famille, ou Absolument, identification. Donc il y a une transmission quand même. Et Bien dans cette entendu. transmission, il y a peut-être des trous de mémoire qui sont pas si bien faits que ça, puisqu'il y a des réminiscences dans certains questionnements. Mais revenons sur ce trou de mémoire là. Y a-t-il une raison d'être d'un trou de mémoire? Comment le faire exister sans qu'il nous détruise? Alors, la raison d'être d'un trou de mémoire. Donc, si on revient aux patients de Réa, la raison d'être, c'est effectivement l'effraction traumatique, donc le choc, l'angoisse, qui est telle que pour se protéger, tout est refoulé. Mais c'est aussi dû à l'absence de possibilité d'expliquer ce qui nous arrive. Donc, il y a un trou. C'est une sidération. On n'a pas les mots, c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est une violence telle que c'est impossible à assimiler. Et voilà, donc la raison d'être, elle est là. La raison d'être, c'est qu'on ne peut pas assimiler cette chose-là, on est d'accord? Oui. Et donc, en fait, pour entre guillemets, réparer, soigner ou avancer dans l'historicisation de la mémoire d'une institution, il faudrait réparer ce trou de mémoire? Il faudrait Ce qui est difficile, c'est que là, on essaie, en tout cas, ce qu'il faudrait que ce soit à chaque fois comparé entre le sujet, la question du sujet et l'action de l'institution. Mon sujet, c'est l'institution. Ouais, absolument, mais ce n'est pas sur le même plan, déjà. Et il s'agit d'un sujet et d'une institution. Est-ce que c'est la même chose? En tout cas, pour moi, non. Tentons la fiction. Voilà, c'est ça. Donc... mais en effet, il y a des implications, puisqu'une institution, elle est portée par le symbolique, le langage, elle est créée, et par des personnes, des par-lettres en l'occurrence. Donc ça a un réel effet. Et on voit bien qu'effectivement, pour aider le sujet, et donc sans doute l'institution, il faut historiser, il faut parler, il faut aller chercher ces questions de ces réminiscences, de ces traces-là, et en faire une histoire. Une histoire dans laquelle... le sujet est intégré, les nouveaux sujets de l'institution sont intégrés et qui soient moins traumatiques. Parce que de toute façon, le traumatisme, il ne peut pas être effacé, il est là, mais il peut être atténué, corrigé, reconstruit. C'est une co-construction. Hein. Mais c'est intéressant que tu évoques souvent la co-construction, donc je le comprends dans un rapport sujet-patient. Voilà. Mais dans un rapport sujet-institution, ça me paraît plus complexe. On a parlé un peu dans une autre discussion des altérités, là. Mais comment on peut co-construire lorsque la construction d'une histoire dans une institution est conflictuelle, parce que la mémoire commune, elle est faite d'opposition. Comment on fait pour opposer Pour reconstruire. Oui. Il me semble que de toute façon, c'est ce que tu essayes un peu de faire tout au long de cette journée-là, c'est de mettre en lien et en parole ce que toi tu as pu remarquer, évoquer, et confronter ça à ces autres qui peut-être soit ont vécu plus ou moins la même chose, ou différemment, ou ont des traits communs, mais c'est ça, c'est l'articulation et la dialectique. L'articulation et la dialectique dans l'espace de l'art, peut-être que ça peut nous permettre d'envisager l'espace artistique comme un lieu qui permet de formuler plusieurs langues de ce qui constitue la complexité de nos expériences de mémoire.